Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. La voix du peuple. Bonsoir Lomé, bonsoir Cotonou, bonsoir Abidjan, Ouagadougou, Bamako, bonsoir à toute l'Afrique. Bienvenue dans cette émission, Fenêtre sur l'Afrique et la voix du peuple sur Radio Avouleté. Justement dans la rubrique interview exclusive. Pourquoi les présidents Macky Sall, Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé du Togo sont-ils réticents au principe de limitation à 2 du nombre des mandats présidentiels dans l'espace CEDEAO? Entretien exclusif avec professeur Prudent Victor Topanou, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation et des droits de l'homme au Bénin. Merci de votre fidélité sur le 3xw.canalk.ch et sur radioavouleté.com. Radio Avouleté. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Avouleté. Radio Avouleté, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. 3xw.canalk.ch, 3xw Radio Avouleté, et nous accueillons en ligne depuis Cotonou au Bénin, Victor Topanou. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, Victor Topanou est maître de conférences de sciences politiques à la faculté de droit et de sciences politiques, Université d'Abomey-Calavi au Bénin, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation et des droits de l'homme. À l'entame de cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Cotonou, puisqu'on parle de limitation à 2 de mandats présidentiels, justement, on sait que le Bénin n'est pas tellement concerné, mais en juillet 2021 déjà, des organisations de la société civile de la sous-région ouest africaine avaient organisé une rencontre citoyenne pour sensibiliser surtout les peuples et les chefs d'État à ne pas briguer le 3e mandat. Le président Patrice Talon était à ce rendez-vous-là et on l'a dédié qu'à une distinction puisqu'il a honoré à cette rencontre. Du coup, Patrice Talon est contre le 3e mandat, surtout au niveau de la sous-région ouest africaine. Alors vous aussi, vous avez écrit par rapport à ça, mais certains Africains ou certains Béninois pensent que non, le Bénin également est une dictature. Quelle est votre réaction? Mais écoutez, je pense que ceux qui s'en inquiètent sont des acteurs politiques et ils sont dans leur rôle de veille citoyenne et d'essayer de prévenir et de dénoncer tout ce qu'ils peuvent considérer comme étant un peu comme s'écartant un peu de la ligne démocratique et de respect des droits de l'homme. Donc, je veux dire, il n'y a pas de ce pays au monde auquel on n'ait rien à reprocher du point de vue de l'irrespect ou de la violation, ne serait-ce que par moment, des droits de l'homme et de la démocratie. Et donc, moi, je considère ces dénonciations comme faisant partie de la vitalité démocratique que l'on a toujours reconnue au Bénin. D'accord. Maintenant, en réalité, j'ai le sentiment qu'il y a tout de même un écart entre les dénonciations qui sont parfois, je dirais pas excessives, mais maximalistes afin d'obtenir des résultats minimalistes. Donc vous pensez qu'au Bénin tout va bien en termes de démocratie? Je ne dirais pas que tout va bien, c'est ce que j'essaie de vous dire. Je pense qu'il y a par-ci, de là, quelques entorses. L'intérêt de la démocratie, c'est qu'il y ait précisément des contre-pouvoirs, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils relèvent de la société civile, qui dénoncent, qui tirent sur la sonnette d'alarme et qui permettent évidemment au gouvernement en place de corriger un tant soit peu ce qui lui est reproché. D'accord. Maintenant, Victor Topanou, on va rentrer dans le vif du sujet de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Cotonou au Bénin. En 2012, le Togo et la Gambie avaient rejeté plutôt l'idée d'une limitation à 2 mandats présidentiels dans l'espace CEDEAO. 10 ans plus tard, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont rejoint le Togo pour empêcher l'évolution du protocole additionnel de la CEDEAO vers cette
profondes aspirations des peuples africains. D'abord, Victor Topano, vous êtes un ancien ministre, je l'avais dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le protocole additionnel de la CEDEAO? Puis, comment comprendre le rejet de Lomé, Abidjan et Dakar de faire converger les constitutions dans l'espace CEDEAO vers le principe de la limitation des mandats présidentiels, puisque vous êtes également maître conférence des sciences politiques à la faculté des droits et des sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. On estime que vous êtes mieux placé pour nous expliquer la situation. Écoutez, c'est gentil de m'accorder ce crédit. J'essaierai juste de l'honorer. Évidemment, le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO est considéré, peut-être considéré comme un effort, en réalité, des pays de la CEDEAO d'essayer d'harmoniser un tant soit peu les pratiques démocratiques dans leurs différents pays. Vous savez aussi que toutes les fois où l'on aborde les questions de démocratisation des régimes politiques et de respect des droits de l'homme, on tombe en plein dans le domaine de la souveraineté nationale et presque tous les États du monde sont tellement jaloux de cette souveraineté qu'ils n'entendent pas faire des concessions là-dessus. Et donc la CEDEAO, en faisant l'effort d'harmoniser, est arrivée à un consensus qu'on appellerait un consensus mou, parce qu'en réalité, les critères, les principes de convergence constitutionnelle qu'ils ont retenus ne sont pas si contraignants que ça. On le voit très bien. C'est un document d'à peu près 25 pages qui essaye sur un certain nombre de grands principes de retenir un trait commun. Lorsqu'on parle par exemple de l'observation des élections, on autorise la modification même des tests jusqu'à 6 mois, en tout cas dans un délai de 6 mois avant les élections. Lorsqu'on parle de la question de la laïcité, lorsqu'on parle de la question du rôle de l'armée dans la vie politique, etc., il faut dire que franchement, si on veut être sérieux, les concessions qui ont été faites ne sont que des concessions minimalistes. Mais il a le mérite d'exister parce que certains regroupements sous-régionaux en Afrique, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique australe, voire même en Afrique du Nord, n'ont pas cet instrument-là. Donc il faut le saluer, il faut saluer son existence. Par contre, toute la question que vous posez repose la problématique de l'historique de la CEDEAO. N'oubliez pas que la CEDEAO a été créée en 1975. En 1975, aucun des États de la sous-région n'était un État démocratique. Aucun. À l'exception du Sénégal, qui avait ce qu'on appelait à l'époque une démocratie limitée, puisque le nombre de partis était limité déjà dans la Constitution de 1962-63, je crois. Donc, il faut pas perdre cela de vue. Ils étaient tranquilles dans leur confort dictatorial de 75 à 90, soit un peu plus de 10 ans, soit 15 ans, lorsque les mouvements de démocratisation ont commencé à partir de faits accélérateurs, qu'a été la chute du mur de Berlin et la dislocation du bloc de l'Est. À partir de ce moment, il leur a été plus ou moins imposé de se réajuster. Comment peut-on demander à une organisation composée que de dictateurs de se transformer en organisation démocratique? Il fallait encore qu'ils puissent le faire en interne avant de le faire dans leur organisation sous-régionale. Or, vous vous souvenez très bien, puisque vous incarnez un peu la mémoire politique aussi de l'Afrique, et notamment de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que les résistances à la démocratisation ont été quasi systématiques dans presque tous les pays, et notamment tous les pays francophones. D'accord. Et donc, à ce moment-là, on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé en Europe. Vous savez que les processus de démocratisation ont commencé en même temps en Afrique qu'en Europe de l'Est. Et la chance que l'Europe de l'Est avait, les pays de l'Europe de l'Est avaient, c'est qu'à côté du pacte de Varsovie et du bloc de l'Est, il y avait justement l'Union européenne qui se voulait un modèle démocratique. Et quand les pays de l'Europe de l'Est ont acquis leur indépendance, en guillemets par rapport au bloc de l'Est,
Ils ont tous manifesté le désir d'adhérer à l'Union européenne, sauf que à ce moment-là, le gendarme de l'Union européenne a dit pas de problème, vous pouvez adhérer, mais à condition d'engager un processus de démocratisation. C'est ce que l'on voit encore aujourd'hui sous nos yeux avec le cas de l'Ukraine. On va lui accorder certainement le statut de pays candidat à l'adhésion, mais pour autant, il lui faudra faire des efforts dans le processus démocratique. Or, ce qui s'est passé avec la CEDEAO, c'est que la CEDEAO elle-même était déjà une organisation de dictature, et donc il lui a été très difficile de dire aux membres, à partir de maintenant, il faut être démocratique. Mais Victor Topadou, vous l'avez bien expliqué, merci d'ailleurs pour votre explication. Hein. Maintenant, on comprend mieux. Mais justement, à la CEDEAO, il y a plusieurs chefs d'État qui ont été des dictateurs. Ils sont nés dans la dictature, on pourrait le dire comme ça. Mais justement, il y a 13 pays au moins de la CEDEAO qui ont adopté du moins ce protocole additionnel de la CEDEAO vers cette profonde aspiration des peuples africains au niveau de la sous-région ouest africaine. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la réticence du Togo, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire selon vous? Écoutez, je crois que si vous en souvenez certainement, la première fois que la modification du protocole a été proposée, c'était la Gambie et le Togo seuls qui s'y étaient opposés. C'était les deux. En tout cas, pour ce qui concerne le principe de limitation des mandats. Aujourd'hui, on est passé de 2 à 3, alors que l'un des deux, notamment la Gambie, d'il y a 10 ans, s'est reconverti. Donc, ça montre simplement que la CEDEAO est prisonnière des évolutions politiques intérieures de chaque État. Si la Côte d'Ivoire a rejoint aujourd'hui le Togo, c'est parce qu'elle sait qu'elle a obtenu récemment un 3e mandat. Elle ne l'avait pas fait il y a 10 ans parce qu'il ne serait pas venu à l'esprit des dirigeants d'aller vers un 3e mandat. Il en est de même du Sénégal, que l'on peut légitimement soupçonner sans en être totalement certain, de vouloir un 3e mandat. En tout cas, le cadre juridique est totalement balisé avec les différentes décisions du Conseil constitutionnel sénégalais. Donc, dans ce jeu-là, le Togo apparaît comme une curiosité parce que on a eu le sentiment avec la dernière révision constitutionnelle que le régime togolais s'était reconverti à la révision constitutionnelle puisque la constitution actuellement en vigueur, limite les mandats. Et on a fini par penser que c'était l'avant-dernier mandat. Quand brusquement, au sein de la CEDEAO, on se rend compte que le principe qu'ils ont intégré par eux-mêmes en interne au Togo, ils s'y opposent à nouveau au niveau de la CEDEAO. Donc, ça peut laisser subodorer que l'envie de faire sauter cette limitation des mandats n'a pas totalement disparu de l'esprit des gouvernants togolais et c'est juste à regretter, étant entendu que, bien évidemment, telle n'est pas la volonté du peuple. Tout à fait. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le cas du Sénégal de Macky Sall. Justement, en 2011, le président sénégalais Macky Sall avait combattu vigoureusement les velléités de son prédécesseur Abdoulaye Wade de prolonger son mandat présidentiel. 11 ans plus tard, c'est étonnant, c'est Ousmane Sonko qui dénonce Macky Sall de chercher à faire un 3e mandat. Alors, est-ce que ce sont des intentions que l'opposant sénégalais cherche à prêter à son adversaire Macky Sall, ou y a-t-il de bonnes raisons de soupçonner Macky Sall de vouloir modifier la constitution sénégalaise pour faire un 3e mandat selon vous, Victor Topanou? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux parce que, comme je disais tantôt, le cadre juridique est définitivement balisé pour que le président Macky Sall puisse prétendre à un 3e mandat, étant entendu qu'il a procédé à une modification constitutionnelle qui est interprétée par le Conseil constitutionnel comme étant un nouvel élément de remise en cause de l'ordre constitutionnel initial. À partir de ce moment-là, lorsque le président Macky Sall
voudra se présenter pour un troisième mandat, il est clair que le Conseil constitutionnel ne pourra pas rejeter son mandat et sa candidature. On va se retrouver exactement dans le même cas de figure que ce qui s'est passé avec Abdoulaye Wade. Le Conseil constitutionnel a fini par valider, sauf que la société civile dynamique, je dirais même très dynamique sénégalaise, avait obtenu une mobilisation générale contre Abdoulaye Wade pour qu'il ne puisse pas passer. Je pense objectivement que l'on va à peu près vers ce schéma-là, et donc Ousmane Sonko et les siens ont beau jeu de dénoncer par anticipation, de préparer les esprits au combat politique à venir, mais tout ça, une fois de plus, pourvu que ça se termine bien, ça sera mis à l'actif du dynamisme de la démocratie sénégalaise. Tout à fait. Alors, Victor Topano, face à cette situation où on voit quand même deux grands pays influents de la CEDEAO, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui refusent la limitation à 2 du mandat présidentiel, c'est quand même choquant. Les Africains ne comprennent pas surtout le cas du Sénégal. Et justement, on se pose la question. Cette question, elle est légitime. Face aux militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, la CEDEAO a du mal à convaincre de la sincérité des intentions de ces chefs d'État, que beaucoup qualifient d'ailleurs, à tort ou à raison, de syndicats des chefs d'État pour le pouvoir à vie. Est-ce que, face à cette situation, le protocole additionnel relatif à la limitation du mandat présidentiel à 2 devait être entériné le 3 juillet prochain lors du sommet de la CEDEAO, justement? On se pose la question, la CEDEAO va-t-il mettre maintenant la pression sur ces chefs d'État qui ont pris le pouvoir maintenant au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry? Non, je pense que là, vous mettez le doigt sur la vraie crise de la CEDEAO. La crise de la CEDEAO est une crise de légitimité. La CEDEAO n'est pas légitime et elle ne fait rien pour le devenir. Elle a été créée en 1975 par des dictatures et depuis 1975 à nos jours, malgré les 30 dernières années d'efforts de démocratisation, 90 à nos jours, aucun référendum, je dis bien aucun référendum n'a jamais été organisé. Aucun. Le peuple n'a jamais été associé à cette construction. Et l'une des étapes récentes qui faisait quand même figure d'une étape importante, l'effort de la monnaie unique qu'ils ont voulu, ils n'ont même pas jugé utile de le soumettre à référendum. Même pas. Comme si l'euro entrait en vigueur en Europe sans référendum initial. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, si les dirigeants africains ne prennent pas conscience de cette crise de légitimité, il arrive ce qui arrive aujourd'hui. Figurez-vous que la CEDEAO prend des mesures de sanctions contre le Mali. Le Mali refuse de les respecter. Elle prend des sanctions contre la Guinée refuse et renvoie dans la foulée l'idée même de la désignation d'un émissaire de la CEDEAO. Pareil avec le Burkina Faso qui, d'une manière ou d'une autre, joue avec eux, leur fait entendre ce qu'ils veulent entendre, mais continue de faire ce qu'ils ont à faire. Et donc, on est dans une vraie crise de légitimité de la CEDEAO. Et si on ne fait rien, évidemment, on va droit dans le mur parce que cette organisation se sera définitivement décrédibilisée. Définitivement. La preuve, c'est que même les sanctions qui sont prises aujourd'hui, au regard des peuples, sont des sanctions illégitimes. Personne ne les écoute. D'accord. Alors, face à cette situation, des peuples africains, surtout de la sous-région ouest africaine, si, on l'a dit, si des manifestations gigantesques n'arrivent plus ou bien n'arrivent pas à faire fléchir ces dictateurs, on a vu le cas au Burkina Faso, où la population a quand même manifesté, a pu chasser l'ancien dictateur au Burkina Faso, justement, Blaise Compaoré.
Mais dans beaucoup de pays comme le cas du Togo, il y avait eu des gigantesques manifestations, tout comme également en Guinée-Conakry, des millions de Guinéens dans les rues. Mais à l'époque, on n'a pas pu chasser Alpha Condé. C'est que les militaires qui l'ont fait. Donc le rapport de force, peut-être ce sont que des armes, hein, on ne sait pas. Alors, à part ça, Victor Topanou, n'hésite-t-il aucune voie légale pour les peuples africains de l'espace CEDEAO de faire entendre et respecter leurs aspirations par les chefs d'État qui animent actuellement l'institution sous-régionale qu'est la CEDEAO? Victor Topanou. Mais je vais peut-être vous désespérer. Il n'y a pas de procédure légale prévue. On ne peut pas engager dans une juridiction extra-nationale, que ce soit au niveau régional ou au niveau sous-régional, voire même au niveau international, une procédure pour demander le départ d'un président. C'est juste pas possible. Parce que il y a à ce moment-là un conflit violent entre la souveraineté qui est incarnée par la nation, par le peuple, et la délégation de pouvoir qui est faite par ces mêmes États aux organisations sous-régionales. Donc, franchement, c'est désespérant de devoir répondre comme ça et d'être obligé de constater que jusqu'à nouvel ordre, dans l'état actuel du droit international de la démocratie, voire même du droit international tout court, il n'y a que les rapports de force internes qui peuvent faire changer les choses dans un pays. C'est-à-dire, quel rapport de force? Des mobilisations, des populations? Oui, bien sûr, c'est d'abord le plus important et c'est toujours mieux de le faire sans armes. C'est toujours mieux parce que, comme on dit, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit, quand il s'agit des armes. Donc, il est toujours souhaitable que ce soit des rapports de force, la mobilisation populaire, elle a toujours fait partie les régimes dictatoriaux. Il faut à ce moment-là une bonne stratégie de la classe politique, de la société civile, pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais s'ils ne le font pas, évidemment, à ce moment-là, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Les militaires au pouvoir n'ont aucune envie de partir, mais cela n'a jamais découragé les organisations de la société civile ainsi que la classe politique civile. Ils ont l'obligation de continuer et un jour ou l'autre, les rapports de force vont finir par être en leur faveur et ils obtiendront ce qu'ils veulent. Par contre, il y a des pays dans lesquels le raccourci militaire permet d'obtenir les mêmes résultats. Et c'est ce qui s'est passé avec le Mali, c'est ce qui s'est passé avec la Guinée, c'est ce qui s'est passé avec le Burkina Faso. On ne le souhaite pas pour les autres, on souhaiterait plutôt que les dirigeants soient à l'écoute de leur population et qu'ils puissent juste donner satisfaction à leurs demandes parce que après tout, c'est grâce à ces populations-là qu'ils sont présidents. C'est eux qu'ils gouvernent. Tout à fait. Et donc, ils ne peuvent pas chercher à les gouverner sans pouvoir écouter ce qu'ils leur demandent. Victor Topanou, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Cotonou au Bénin. Mais justement, Victor Topanou, est-ce que le rejet du principe de limitation des mandats présidentiels par les ministères des Affaires étrangères du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo, est-il un signe avant-coureur d'un nouvel échec pour faire ce saut qualitatif auquel aspirent les peuples des pays de la CEDEAO? On peut espérer que les chefs d'État qui ont admis le principe définitivement puissent faire pression amicale et diplomatique sur leurs collègues qui s'y opposent. Il n'y a pas de raison qu'on soit à 15 au niveau de la CEDEAO et que seulement 3 puissent porter des réserves qui empêchent l'évolution de tout le groupe. Donc, ça veut dire qu'il y en a au moins 12 qui, eux, sont d'accord, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils élaborent une stratégie pour aller plus loin. Ils ne peuvent pas baisser les bras au motif que dès l'instant où les 3 autres ont émis des réserves, donc vous pensez que les autres chefs d'État au niveau de la CEDEAO doivent mettre la pression sur ces 3 présidents qui refusent cette limitation de mandat? Je pense que c'est ce qu'ils devraient faire. Et en cela, ils doivent être aidés par la société civile. Mais on parle de souveraineté de chaque État. Qu'en est-il de la souveraineté de chaque État? Tout le monde sait que la souveraineté est limitée. Il n'y a jamais eu de souveraineté absolue.
ne serait-ce que dans les échanges internationaux. Donc, c'est comme on dit en droit, c'est une fiction juridique, le principe de la souveraineté. C'est une fiction. On l'a voulu pour une meilleure organisation du milieu international, vers plus. Mais tout le monde sait que personne n'est jamais totalement souverain. Et donc, à partir de ce moment-là, il faudra l'intégrer, obtenir que les dirigeants qui sont d'accord se mettent ensemble pour faire avancer cette cause et que la société civile qui a conscience du problème s'organise elle aussi pour accompagner et soutenir les chefs d'État qui, eux, sont déjà acquis à cette cause-là. Je pense que c'est la conjonction des efforts des gouvernants déjà acquis que de la société civile qui permettra de faire sauter le verrou de ce veto que ces trois États ont envie de nous faire subir dans la sous-région. En tout cas, merci beaucoup Victor Topano. Je rappelle que vous êtes maître de conférence de sciences politiques à la faculté des droits et de sciences politiques Université d'Abomey-Calavi au Bénin, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation et des droits de l'homme. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Cotonou au Bénin et bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir et au revoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.